Vous avez plutôt envie de la croire ou pas, Thierry? Le marché est trop complaisant par rapport au discours qu'elle a tenu hier soir, Janet Yellen? Trop complaisant, disons. Dans quel camp? Il commence un peu, je pense, à se réveiller. Il va se réveiller. Ouais. Il va se réveiller. C'est vrai qu'il n'y a absolument aucune raison que sur les 3 derniers mois, les taux longs aient baissé de 40 BP et les anticipations d'inflation de 25 à 30 BP, compte tenu du panorama global que l'on a eu. Okay. Et donc là, pour le coup, la Réserve fédérale a dit arrêtez, regardez vraiment les choses, nos objectifs, nous, c'est à moyen terme, regardez où on est quasiment à l'objectif partout, donc on poursuit. Et on vous écoute pas. Petit rappel à l'ordre, donc effectivement pour le marché qui ne croit pas, qui a du mal à croire même qu'il y aura encore une 3e hausse de taux cette année. Je vois Giovanni Filippo qui est en train de bouillir derrière sa caméra chez Bourse Direct. Giovanni, est-ce que Janet Yellen croit un mot de ce qu'elle nous a dit hier? Encore une fois, elle est évidemment légitime. C'est une économiste spécialiste du marché du travail et des mécaniques qui animent le marché du travail. Donc elle connaît parfaitement son sujet. Néanmoins, quand elle prend officiellement la parole comme ça, est-ce qu'elle est crédible? Le marché semble en douter. Moi j'en doutais déjà après la BCE et j'en doute encore plus après la Fed. Elle est très habile de toute évidence, elle va pas se tirer une balle dans le pied. C'est vrai qu'elle est proche d'avoir atteint tous ses objectifs, mais la question qui se pose, est-ce que l'économie réelle est capable de voler de ses propres ailes? Parce que faut pas oublier que la phase de reprise, elle a été avant tout technique, assurée par les banques centrales depuis pas mal d'années, et donc qui a étayé ce mouvement de reprise. C'est vrai qu'on a été rassuré sur des questions politiques en Europe. Maintenant, on est un peu inquiété sur des questions politiques aux États-Unis, avec depuis l'élection de Trump. Mais voilà, cette reprise est technique et même si la Fed atteint ses objectifs, est-ce que l'économie réelle sera d'elle-même capable, si vous voulez, d'assurer le relais? C'est la grande question. Et je crois que le marché en doute, c'est évident. Le comportement du marché, en tout cas, ne m'incite toujours pas à reprendre l'initiative à l'achat. Et tous ces facteurs étaient, aujourd'hui, j'entends avec un certain plaisir beaucoup parler de tension, d'objectifs à la baisse, mais tout ceci était déjà apparu début mai, comme vous l'avez signalé. On était dans cette anticipation baissière, même si je vais pas fanfaronner parce qu'on n'a pas encore touché la cible idéale que l'on attend. Voilà, donc tout ceci se met en place, c'est un petit peu normal, on manque un petit peu de catalyseurs. Ce marché a besoin aujourd'hui de beaucoup de carburant, donc le stimulus de Donald Trump, il est toujours dans les cartons. En Europe, on verra comment les choses vont évoluer au niveau notamment de la France pour ce qui est des réformes structurelles. Ça se dessine doucement, peut-être qu'on retrouvera confiance. On a aussi rendez-vous avec la micro prochainement pour le T3 des sociétés américaines. Là, on prendra vraiment la température et l'état de santé des sociétés américaines. Maintenant, c'est vrai que il y a pas mal de facteurs qui s'accumulent. La Chine qui a du mal, les États-Unis qui commence à avoir un petit coup de mou. On l'a quand même vu avec les ventes au détail hier. C'est quand même très important pour la consommation américaine et pour le produit intérieur brut. Voilà, donc le marché se rend compte de tout ça et comme à son habitude, je dirais fréquemment, lorsque le potentiel se retrouve assez limité, on prend des bénéfices et on attend pour revenir plus bas. C'était notre anticipation, notre stratégie principale. Donc on attend une fenêtre de tir plus confortable et je crois que cette fenêtre de tir, elle devrait être envisagée et atteignable dans un horizon assez court, peut-être d'ici quelques jours, quelques semaines, juste avant peut-être les premiers résultats des sociétés américaines. Donc c'est quoi? Pour vous, c'est plutôt là, parce qu'on a quand même un coup d'arrêt assez marqué. Alors vous l'anticipiez depuis le mois de mai, Giovanni, certes, mais beaucoup étaient encore dans l'idée il faut racheter les creux de marché, buy the dips. Là, ça semble être peut-être une stratégie moins payante. C'est ce que vous nous dites, Giovanni. Ça peut nous emmener beaucoup plus bas. Ou est-ce que c'est simplement une correction passagère, effectivement, avant de réévaluer les positions une fois que l'été sera passé? C'est très difficile dans l'état actuel des choses de se dire que le scénario de reprise en place au moins depuis l'été 2016, parce qu'on est vraiment parti de juillet 2016, après avec l'enchaînement de tous les timings importants, élections américaines, etc., etc. Très difficile de dire aujourd'hui si ce scénario de fond est remis en cause. Quoi qu'il en soit, quand on regarde graphiquement sur des horizons de temps moyen et long terme, les marchés formaient de nouveau plus haut et il y avait des divergences assez importantes au niveau des indicateurs techniques. Donc il se peut qu'on ait quelque chose de plus profond dans le temps. Ça, c'est
pas impossible, hein, mais peut-être pas dans un premier temps, peut-être dans un second temps pour l'automne, notamment parce qu'il y aura des échéances extrêmement importantes, notamment aux États-Unis, hein, avec les questions de déplafonnement et d'autres choses relativement importantes. Donc dans un premier temps, moi je pense qu'il y a une fenêtre de tir pour revenir à l'achat, mais plutôt sur des stratégies de court terme. On n'est plus dans une logique, si vous voulez, de rentrer des positions pour des semaines et des mois. On est plutôt sur de l'arbitrage de nouveau, comme c'était le cas au cours du premier semestre de 2016 et au cours du second semestre de 2016. Donc 5030 pour nous, c'est une cible idéale. C'est ni plus ni moins au milieu du gap Macron qui se situe entre 5065 et 4980 sur le futur juin. On pense que c'est un bon niveau pour revenir graduellement à l'achat. Bien sûr que quand on y sera, il faudra voir s'il n'y a pas d'autres facteurs déstabilisants qui y seront. On pourrait éventuellement faire des extensions plus marquées vers 4880, 4930. C'est pas impossible, mais pour l'instant, dans le timing actuel, en tout cas sur l'aspect graphique et sur les facteurs que l'on connaît, ça nous paraît être un niveau intéressant. Ceci dit, on n'y est pas encore, donc patience, et on pourrait éventuellement même se retourner entre-temps. Et pour l'instant, nous, on conserve cette perspective baissière, je dirais, tant qu'on restera en dessous de 5250 et qui plus est en dessous de 5285. D'accord, ok. Bon, attention au contre-pied quand même, effectivement, parce qu'on n'est pas encore dans votre zone cible là, autour de 5000 points, 5030 points que vous visez. On en est quand même, voilà, 150 points au-dessus. Donc, il y a encore un peu de chemin à faire si on veut atteindre cette zone confortable de votre point de vue pour peut-être réinvestir le marché. Sur vos marchés à vous, Thierry Sarr, Geranto, je le rappelle, chez CPR Asset Management, on a eu aussi des mouvements très très importants et sur les taux européens depuis une semaine, depuis la réunion de la BCE. Est-ce que là aussi, on peut imaginer que on arrive à un moment où le marché va vouloir marquer une pause? Quand je parle de mouvements importants, c'est des mouvements de réduction de spread, d'écarts de taux qui se sont considérablement réduits. Quand on prend l'exemple de l'Italie, même de la France par rapport à l'Allemagne, le mouvement là aussi a été violent quand même ces derniers jours. Oui, le mouvement a été très très significatif, mais finalement, il s'est vraiment fait. Enfin, il avait déjà commencé avant la réunion de la Banque centrale de jeudi dernier, mais il s'est accéléré derrière parce qu'on a eu un peu entre guillemets le et pour quelle raison? La Banque centrale européenne, bien sûr, a eu un discours légèrement, en ampleur, vraiment opposé à ce qu'on a eu de la part de la Réserve fédérale hier. Ouais. C'est-à-dire que la BCE a, elle, donné plus de patience au marché, parce que très clairement, même si elle retire son biais à la baisse sur les taux d'intérêt, la Banque centrale européenne n'est pas du tout satisfaite du niveau de l'inflation. Elle souhaiterait qu'il soit quand même plus élevé. Cette fameuse inflation core qui sur les 3 derniers mois a fait plus 0,9, 1,2, plus 0,9. Donc on reste vraiment sur une tendance complètement plate. Il n'y a aucune dynamique là-dessus. Donc la Banque centrale européenne vraiment a donné rendez-vous quasiment dans 3 mois. Et donc ça, bien évidemment, en l'absence d'un calendrier événementiel finalement au cours de l'été, redonne de la visibilité pour toutes les stratégies de portage. Et donc c'est la raison pour laquelle derrière sur les dettes dites périphériques, que ce soit Italie, Espagne, même également le Portugal et la France, vous avez eu un rallye de taux qui s'est fait. Donc il vient juste entre guillemets commencer à s'inverser sur la séance d'aujourd'hui, parce que les taux américains sont un peu remontés, et d'ailleurs finalement l'ensemble des actifs baisse en valeur aujourd'hui, mais la tendance elle est quand même dans ce sens-là, parce que la Banque centrale européenne finalement a eu un discours plus dovish, soyez plus patients. Les chiffres que l'on a sur l'inflation pour l'instant ne sont pas satisfaisants pour nous, c'est trop bas, on continue à acheter. Donc voilà. Soutien fort pour le marché, et à commencer par le marché taux, le marché obligataire. On a vu d'ailleurs une BCE, un conseil des gouverneurs assez solidaire, assez unanime sur la décision. C'était à peu près la même histoire hier du côté de la Fed. Il y avait un dissident malgré tout, mais on a quand même, semble-t-il, au sein du conseil de la Réserve fédérale américaine, une position à peu près unanime. Il y a une banque centrale où les choses sont particulièrement divisées, beaucoup plus que ce qu'on pouvait imaginer. C'est la Banque d'Angleterre qui avait une réunion de politique monétaire aujourd'hui. Ils sont 8 au sein du comité de politique monétaire de la Bank of England. 5 ont voté en faveur d'un maintien, donc d'un statu quo, pas de changement sur les taux. 3, en revanche, ont voté en faveur d'une hausse de taux immédiate. Oui. En fait, ça montre bien le casse-tête quand même aujourd'hui des banquiers centraux britanniques. Oui, et puis surtout, ça n'était pas anticipé. Les marchés étaient plutôt à anticiper une Banque d'Angleterre
plutôt un peu plus dovish, compte tenu de ce qui s'était passé récemment, que ce qui c'est réellement finalement ce qui est sorti ce midi. Donc 5 contre 3. Donc sur les 3 dissidents, donc visiblement il y en a un qui va partir d'ici. Christine Forbes qui s'en va à la fin du mois, voilà. Qui avait déjà voté pour une hausse de taux lors des précédents. Exactement. Mais donc voilà. Mais elle est rejointe par 2 autres membres qui eux sont en place pour encore quelques temps. Oui, mais donc voilà, la situation est compliquée. Mais c'est-à-dire qu'il y a 2 analyses différentes. Certains estiment qu'il faut répondre tout de suite au choc d'inflation que connaît l'économie britannique, lié essentiellement à la baisse de la livre sterling. On peut imaginer à un moment que ce choc va s'atténuer dans le temps d'une certaine manière. D'abord, si la livre sterling arrête de se déprécier, c'est absolument pas sûr. Donc si cette tendance continue, ils vont être confrontés au même problème dans 6 mois. Donc c'est bien évidemment là que se trouve le problème. La baisse a été très significative sur les 2 dernières années. Ils se retrouvent aujourd'hui avec des niveaux d'inflation bien au-delà de leur capacité d'acceptation. En même temps, ils ont le ralentissement économique qui est lié donc directement au début des négociations et au choc sur le Brexit. Donc voilà, donc ce sont 2 phénomènes inverses. Essayer d'arriver à déterminer lequel va l'emporter justement sur l'autre, c'est la difficulté de la chose et c'est la raison pour laquelle, pour des spécialistes, ils se retrouvent à 8 à faire un match et ça fait 5-3. Il faut pas se tromper quand même là, parce que les décisions elles sont importantes. Enfin, l'erreur politique monétaire, elle est. Ben oui, bien sûr. Elle peut être grave, elle peut coûter. Elle peut coûter cher. Bon, voilà. Pour l'instant, en tout cas, le statu quo a été maintenu du côté de la Banque d'Angleterre, qui fait face à ce véritable casse-tête, une inflation là qui va au-delà des objectifs évidemment de la Banque centrale, mais sur fond de ralentissement économique. Donc, situation et analyse de la situation qui est difficile et qui divise en tout cas les membres du comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre. Giovanni, un commentaire si vous le souhaitez sur la Bank of England et puis les mouvements qu'on a pu avoir d'ailleurs sur la livre sterling, assez erratique, parce que ça a plutôt poussé à la hausse le sterling, et puis finalement là le marché est en train de réviser peut-être sa position, le sterling qui ne fait plus rien sur la séance du jour face au dollar. On est à 1,2750 $ pour un sterling. Et puis un mot du pétrole, on en parle quasiment à chaque fois avec vous Giovanni, mais c'est vrai que la secousse d'hier a été encore assez violente sur le baril de pétrole, que ce soit le Brent ou le WTI. Oui, je vais plutôt breaker sur le pétrole, parce que je suis pas spécialiste Grande-Bretagne ni même livre sterling. Je travaille très peu sur cette devise. Donc pour ce qui est du pétrole, le sentiment baissier, il reste assez fort, et donc on est vraiment en approche, je dirais, de la partie basse du range dans lequel on évolue depuis avril 2016. Donc c'est pas rien. Donc j'ai pas les prix sous les yeux, mais c'est $47 sur le Brent. Je crois qu'on est pile poil dessus. C'est $44 sur le WTI. On a encore une marge, je crois, d'1,5 à 2% par rapport à ce niveau-là. Donc c'est des seuils très très importants, parce que ça induirait des répliques baissières. Alors c'est vrai qu'à court terme, quand je vous l'avais indiqué la dernière fois, il y a de la survente, mais tant qu'on restait en dessous de $47 sur le WTI, c'est ce qui s'est passé. Il fallait surtout pas prendre trop de risques à l'achat. On sent une pression assez forte. Donc au-delà des fondamentaux qu'on a déjà évoqués ces dernières semaines et ces derniers mois, vient se rajouter bien sûr les tensions dans le Golfe, vient aussi se rajouter la surproduction d'huile de schiste aux États-Unis. Ils y vont bon train. Là-bas, ils ont quand même réduit sensiblement les coûts. Donc pour l'instant, on a une production, alors que la demande continue à augmenter, on a une production qui reste supérieure. Et là, j'ai bien peur que l'AEI, l'Agence internationale de l'énergie, va devoir revoir sa copie, parce que ils avaient envisagé un rééquilibrage fin de premier semestre 2017, qui est loin d'être le cas. Et maintenant, on se reporte plutôt à 2018. Donc pression, attention, ça pourrait être un facteur déstabilisant. Ça a déjà été peu contrariant, je trouve, ces dernières semaines au niveau des marchés, parce que le pétrole a quand même beaucoup replié, on n'a pas été trop impacté, comme si on avait mis de côté ce problème. En revanche, si on vient à casser les niveaux que je vous ai évoqués, là ça ouvre des perspectives baissières, et là ça pourrait créer, je dirais, à nouveau une petite purge au niveau indiciel. Voilà, donc surveillez ça de très très près. Et il faut pour l'instant plutôt être à l'écart du pétrole, si je puis dire, sous certains niveaux de résistance, notamment $47 sur le WTI. Bon, plusieurs marchés là qui arrivent sur des niveaux techniques importants. Donc le pétrole, on vient d'en parler avec vous, et puis les marchés actions en Europe aussi à surveiller. On arrive sur des niveaux importants là de soutien éventuel du marché, ou au contraire qui pourrait nous ramener peut-être une centaine ou 150 points plus bas pour le CAC 40. Pour l'instant, ça tient à peu près. Enfin, on est quand même en baisse de 1%
10% cet après-midi sur les actions européennes. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été avec nous pendant cette demi-heure. Giovanni Philippot en duplex, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct, et Thierry Sarl. Merci Thierry d'avoir été avec nous en plateau.